Tous Politique, le rendez-vous politique de France Inter. En partenariat avec Le Parisien, Aujourd'hui en France et France 3. Marc Fauvel. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Belle année politique à vous tous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité. Tous Politique revient donc ce dimanche avec la première invitée de l'année. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Députée UMP des Yvelines, ancienne ministre du Budget, candidate à la présidence de la région Île-de-France qui se jouera dans quelques mois, au mois de décembre de cette année. Première invitée donc. Et un nouveau partenaire également autour de cette table. C'est France 3 qui nous rejoint, qui sera représenté chaque dimanche par Clarisse Verne. Bonsoir Clarisse, bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, le patron de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France, Thierry Borsat, que je salue également. Bonsoir Thierry. Bonsoir. 2015 sera-t-elle l'année de la fin de la guerre des égos à droite et celle des résultats à gauche? La zone euro va-t-elle imploser sous l'impulsion de la Grèce, comme semble aujourd'hui s'y préparer Angela Merkel? Que faire face au désespoir de ces milliers de migrants prêts à traverser la Méditerranée pour arriver à nos portes? Voilà quelques-unes des questions, Valérie Pécresse, qui vous seront posées ce soir. Comme chaque dimanche, vous pouvez bien sûr réagir aux propos de notre invité ou l'interpeller directement sur Twitter. Hashtag TousPol, TousPolitique, version 2015. C'est parti jusqu'à 19h. France Inter. Tous Politique. Valérie Pécresse, avant de vous donner la parole sur l'actualité de cette fin de week-end, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à l'UMP pour 2015 ? Il faut lui souhaiter de se réunir, de se rassembler, et puis surtout que l'alternance dans les territoires, puisque 2015 sera une année d'élection territoriale, que l'alternance dans les territoires ouvre le chemin vers une nouvelle espérance pour la France. Et qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Nicolas Sarkozy ? Il faut lui souhaiter de réussir son pari, et son pari, c'est celui de remettre sur pied une famille politique qui s'est déchirée dans des combats fratricides internes, et donc d'essayer de rassembler et de nous conduire vers des victoires électorales qui seront le signe de changement dans notre pays, parce que notre pays aujourd'hui ne peut plus continuer comme il. C'est pas gagné le rassemblement, hein ? Ben, écoutez, en tout cas, Nicolas Sarkozy, depuis qu'il est élu, donne des vrais signaux. Il fait des vrais efforts pour essayer de nous rassembler, de nous mettre tous autour de la table. Évidemment, le chemin est long, il faut poursuivre tout ça. Il faut aussi que, évidemment, on se rappelle que 2016, les primaires, c'est pas tout de suite. Et que, vous lui dites ça de temps en temps à Nicolas Sarkozy? Il peut l'entendre, ça, que les primaires, c'est pas seulement à Nicolas Sarkozy qu'il faut le dire. Il faut le dire à tous ceux qui sont candidats potentiels à cette primaire. Et il faut leur dire que les égos doivent être mis en sourdine, parce qu'aujourd'hui, ce que les Français attendent de nous, c'est des projets territoriaux et un projet national. Et c'est les idées, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on était à la place du gouvernement Hollande. Et c'est de ça dont ils veulent nous entendre parler. Et on va en parler avec vous ce soir. Clarisse Verne. Valérie Pécresse, est-ce qu'aujourd'hui, il faut à l'UMP jouer plus collectif et être au plus près des attentes des Français, comme vous le disiez? Oui, tout à fait. Il faut jouer collectif et il faut essayer d'arrêter chacun de tirer la couverture à soi. On va avoir ce débat très vite, je pense, sur un certain nombre de grandes lois. La loi Macron est évidemment emblématique. Je pense que la loi Macron peut être une occasion pour l'UMP de faire entendre très fortement la voix d'un programme alternatif de retour de la croissance, la voix d'un programme alternatif de modernisation de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, la situation est d'une telle urgence, d'une telle gravité, que si on veut éviter à la fois le déclin, si on veut éviter à 5 millions de Français d'être peu ou prou au chômage, eh bien, il faut absolument proposer des amendements à cette loi Macron. Thierry Borsat, on va en reparler tout à l'heure de la loi Macron. Thierry. Revenons un peu à l'actualité. C'est un des faits marquants de ces dernières heures. Il y a le maire d'hiver droite de Champlan, dans l'Essonne, qui aurait refusé d'inhumer un bébé rome de 2 mois dans le cimetière de sa ville, au motif que ses parents ne payaient pas d'impôts. Est-ce que vous comprenez la polémique qui se développe autour de cette affaire? Attendez, face à l'épouvantable douleur de la mort d'un nourrisson, il faut faire parler son cœur. Je veux dire, on n'est pas dans une logique administrative. Donc, évidemment, il faut autoriser l'inhumation. Évidemment, il faut prendre les bonnes décisions. Et toute autre décision est totalement incompréhensible. Elle est totalement condamnable. Si c'est confirmé, Valérie Pécresse, il faut qu'il démissionne, ce maire? Écoutez, moi j'ai lu, comme vous, ses dénégations, puisqu'il vient d'annoncer il a fait savoir qu'il n'avait jamais refusé l'inhumation sur sa commune. Donc je lui laisse évidemment le bénéfice du doute, et j'espère qu'effectivement, il n'a pas eu cette mauvaise réaction. Est-ce que selon vous, il y a toujours un racisme anti-Rome en France ? Mais, si vous voulez, le sujet est complexe.
moi, je ne parlerai pas de racisme. Je parlerai d'un problème de société. Vous êtes aujourd'hui maire d'une ville et vous voyez arriver illégalement sur votre territoire, s'implanter sur des terrains souvent privés, parfois publics, à grands frais pour votre commune, parce que la vérité, c'est qu'une fois que le camp s'en va, qui a été illégalement implanté, c'est à la commune de tout remettre en état. Et très souvent, il y en a pour des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros pour ceux qui, dans la commune, payent des impôts. Donc face à cette situation, je dirais qu'il y a un peu deux types de Français. Il y a les Français qui ont connu ça dans leur commune et il y a les Français qui n'ont jamais connu ça dans leur commune. Je pense que leur vision de la situation n'est pas la même. Moi, dans ma circonscription, dans les Yvelines, dans l'Île-de-France, nous avons à faire face à ce genre de situation. Alors le sujet, il est simple. Il faut que la loi de la République, elle s'applique à tout le monde de la même façon. Il n'y a pas d'un côté... Y compris aux élus qui ne respectent pas l'accueil des Roms sur leur Attendez, commune. monsieur Fauvel, Oui. laissez-moi finir Je vous en d'abord. prie, allez-y. Quand on s'installe illégalement, quand en plus on dégrade, on doit rembourser les dégradations. Et on n'a pas le droit de s'installer illégalement. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très ferme et que l'autorité républicaine fasse que la règle et la loi soient la même pour tous. Quand la loi sera la même pour tous, on évitera d'avoir aussi un certain nombre de sentiments de ras-le-bol des habitants qui s'expriment. Alors là où vous avez raison, Marc Fauvel, de m'interpeller, c'est qu'il y a effectivement des problèmes de schéma d'accueil des gens du voyage dans un certain nombre de départements avec des maires qui n'ont pas respecté leurs obligations. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de maires qui respectent pleinement leurs obligations et qui malheureusement sont confrontés à ces actes d'implantation sauvage de camps qui sont des vrais bidonvilles à nos portes. Il faut quand même voir la réalité telle qu'elle est et ça n'est pas acceptable sur le territoire de la République. Mais pourtant, Valérie Pécresse, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, il y a des contacts et des liens qui ont été noués avec la Roumanie, le pays d'origine, il y a des crédits qui ont été dégagés pour permettre le retour de ces populations dans leur pays. On a l'impression que tout ça ne marche pas et que du coup, le problème Rome devient un point de fixation dans pas mal de communes en France. Oui, mais il faut être inflexible. Je reconnais que la situation est grave, qu'on n'y trouve pas des solutions immédiates, mais il ne faut pas renoncer. Parce que dès qu'on recule, dès que la République recule, dès que la loi, n'est pas respectée, n'est pas appliquée, eh bien évidemment, à ce moment-là, s'installe le sentiment chez ceux qui la respectent qu'il y a deux poids, deux mesures. Et ça n'est pas acceptable. Valérie Pécresse, on a assisté cette semaine à deux drames absolument terribles de l'immigration en Méditerranée avec ces cargos poubelles qui sont amenés par des passeurs avec des centaines de migrants vers l'Italie et qui ont été abandonnés dans les derniers kilomètres de leur parcours par ces migrants après des pannes de moteur notamment. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour régler cette situation, à part, comme le préconise Nicolas Sarkozy, sortir de Schengen ? D'abord, moi j'ai été bouleversée quand j'ai lu les récits de ce qui s'était passé. Comme beaucoup de gens, oui. Absolument, totalement atroce. Et moi, je me suis posé la question quand même de savoir si la réponse de l'Europe à ces réseaux de passeurs, qui sont des criminels, qui d'abord, incitent les personnes à venir, leur disent qu'ils vont pouvoir leur obtenir un titre de séjour, une voie de passage. Donc les réseaux de passeurs sont des réseaux totalement criminels. Et je ne suis pas sûre que l'Europe soit dotée d'armes légales, de sanctions suffisamment fortes vis-à-vis de ces réseaux. Je pense qu'on est, un peu naïf et un peu angélique sur cette question. Donc je pense déjà qu'il faudrait qu'on mette au point un système de sanctions extrêmement vigoureux vis-à-vis de ces réseaux de passeurs qui deviennent aujourd'hui des réseaux quasiment meurtriers. Bon, donc sur ces bateaux, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut empêcher ces bateaux de partir ? C'est une question. Est-ce qu'on n'a pas aussi... Ou les empêcher d'arriver ? C'est aussi une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas eu, au démarrage de ces bateaux, et il semble qu'il y ait eu, en lisant les articles de presse, il semble qu'il y ait eu, à un moment donné, la possibilité de les stopper au démarrage et que les pays de départ n'aient pas exercé cette possibilité. Là aussi, l'Europe doit complètement changer de discours. Et quand on parle de Schengen et de la révision de Schengen, c'est quoi la révision de Schengen ? C'est permettre, avec beaucoup de lucidité, à l'Europe de maîtriser ces flux d'immigration. Et on ne peut pas faire autrement, Marc Fauvel, parce que la vérité, il faut être lucide, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde sur notre sol. Donc on fait quoi ? On sort de Schengen, Valérie Pécresse, et on mène nos patrouilleurs en Méditerranée pour dire à ces bateaux demi-tour, rentrez au port ? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut assurer que Schengen ne soit pas ce que c'est en train de devenir, c'est-à-dire un territoire poreux, avec des frontières qui ne sont pas respectées. Donc la première chose, c'est de faire respecter les frontières de Schengen. La deuxième chose, c'est que Schengen On fait comment, Valérie Pécresse ? Il faut demander à tous les membres qui sont parties prenantes au traité de Schengen d'organiser des opérations de garde-côte aux frontières. Et
peut-être créer un corps de Parce que garde-côte européen. Mais on ne peut pas à la fois dire je me mets dans une alliance européenne et que l'alliance européenne ne fasse pas respecter ses frontières, à ses portes. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut que Schengen soit efficace à la fois pour garder les frontières. Il faut que Schengen soit efficace dans le dialogue avec les pays où embarquent les migrants. Et ça, on n'a pas l'impression aujourd'hui que ce soit suffisant. Par ailleurs, il faut effectivement se mettre en situation de raccompagner, de renvoyer chez eux les migrants qui débarquent Y sur compris sur le vers sol des pays français. qui sont aujourd'hui en guerre. Alors, la question de la demande d'asile Oui. est une autre question. Vous savez que nous avons une législation qui est une des plus favorables en matière de demande d'asile. La question de l'asile doit être traitée totalement séparément. Vous savez que j'ai pris la tête d'un groupe d'études à l'Assemblée d'Orient. nationale pour défendre les chrétiens d'Orient et les minorités persécutées pour des motifs religieux dans tous les pays du monde. Donc je crois qu'on doit absolument maintenir ce droit d'asile qui est une particularité française. Mais à côté du droit d'asile, il y a évidemment tous les abus qui y sont liés. Il y a quelques jours, j'étais en Maraude en Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire que les centres d'hébergement d'urgence, aujourd'hui, débordent en France. On est en plan grand froid. La vérité, c'est qu'il faut être à la fois humain et lucide sur cette question. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde en France. On ne peut pas. Thierry Borsard. Valérie Pécresse, un des problèmes avec ces cargos et les migrants qui sont sur ces bateaux, c'est que manifestement, ils viennent pour beaucoup de Syrie. Donc, ils sont en fait en train de quitter ou de fuir un pays qui est en guerre. Et un pays qui est en guerre dans une région où la France, à travers ses différentes interventions, a une part de responsabilité dans les conflits en cours. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur ce registre-là ? Parce que là, ce ne sont pas des migrants de la pauvreté, ce ne sont pas les Africains qui essaient de passer en Europe, ce sont des gens qui fuient un pays en guerre, pour les deux bateaux en question. Les zones de conflit sont évidemment des zones de migration extrêmement fortes. Et d'ailleurs, nous avons assoupli les octrois de visas pour un certain nombre de ressortissants de tous ces pays, et notamment ceux qui étaient les ciblés par les gouvernements et par aussi les groupes terroristes sur place. Donc on a mis en place tout un système pour essayer de faciliter l'octroi de visa dans ces zones. Maintenant, là encore, je le dis, on ne pourra pas avoir toute la population syrienne sur le sol européen. Donc ça n'est pas possible. Ça Un n'est mot pas de la envisageable. situation en Grèce, si vous voulez bien. Dans 3 semaines, les Grecs vont retourner aux urnes. Aujourd'hui, c'est le parti de la gauche radicale mené par Alexis Tsipras qui est aujourd'hui le grand favori de ces élections. Est-ce qu'il est aujourd'hui, lui et son parti, une menace pour l'Europe ? C'est simple. Ce qui serait une menace pour l'Europe, c'est que la Grèce ne tienne pas ses engagements. C'est-à-dire que vous pensez encore que la Grèce va rembourser sa dette aujourd'hui, qui est, je crois, de La 175% du Grèce PIB, a pris- qui n'a pas baissé après la cure d'austérité infligée La au pays. Grèce a pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'Union européenne. C'est à ce prix que les Français et les Européens ont, pris beaucoup d'argent pour prêter à la Grèce et l'aider à se sortir de sa situation difficile. Donc on a un donnant-donnant et la Grèce doit respecter sa parole. C'est très important. Vous savez que Nicolas Sarkozy, à l'époque, j'étais ministre du budget, a beaucoup œuvré pour justement sauver cette Grèce. À l'époque, déjà, Angela Merkel nous disait: après tout, la sortie de la Grèce de l'euro, serait-ce un si grand drame? Est-ce qu'on ne peut pas l'envisager? Est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux jeter l'éponge et laisser les Grecs se débrouiller, puisque en plus, ils avaient menti pour entrer dans l'euro, etc. Ils avaient triché. On a eu toute une polémique là-dessus. Donc, il y a cette polémique sur les Européens qui ne veulent plus donner à la Grèce. On a réussi à l'étouffer à une époque où la France avait une voix qui parlait fortement en Europe, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. La France était exemplaire, on pouvait à l'époque peser très lourdement dans les choix. On a permis le sauvetage de la Grèce. Maintenant, la Grèce ne peut pas nous laisser tomber aujourd'hui. Et si la Grèce en venait à ne pas tenir les engagements qu'elle a pris, ce serait un signal absolument dévastateur qu'elle donnerait à tous les autres pays de la zone euro. Et donc, il faut l'exclure si elle ne tient pas ses Non, j'ai engagements. pas dit ça. J'ai dit qu'elle devait tenir ses engagements. Et si elle ne le que fait pas, si elle ne le fait renégocie, pas, par exemple, ce ouais. serait renégocier, c'est autre chose. Renégocier, ça. Renégocier, table- c'est plus la parole donnée. Non, mais c'est une autre parole. Non, mais attendez, la renégociation en matière d'accords internationaux est toujours possible. Mais là, il ne s'agit pas de renonciation. Il s'agit aujourd'hui d'un certain nombre de candidats politiques qui disent « Moi, je ne me sentirai pas lié ». Alors, ne pas se sentir lié, c'est impossible. On est lié, et si on n'est pas lié, eh ben, l'Europe n'est plus liée non Mais plus. Valérie Pécresse, est-ce que c'est pas On ne peut aussi pas se quand laisser même... marcher sur les pieds non plus. Mais est-ce que c'est pas quand même aussi le jeu de la démocratie dans ce pays-là, où une partie de la population n'a peut-être pas envie de redonner ses voix à des candidats qui sont pro-austérité? Vous-même, si vous étiez grec, est-ce que vous voteriez pour quelqu'un qui impose une austérité très très forte à l'ensemble du peuple? Et moi, si j'étais grecque, je souhaiterais rester dans l'euro.
Moi, si j'étais grecque, je me rendrais compte à quel point cet arrimage à l'Europe est important. Et je me rendrais compte C'est aussi... difficile à entendre pour les Grecs aujourd'hui, qui ont Mais vu leur bien salaire entendu. baisser, leur retraite baisser. Mais bien entendu, je C'est sais bien difficile de qu'ils ont... dire je vais vous mettre un bulletin pour demander la même chose en pire. Ouais. Je sais bien qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Oui. Mais en même temps, l'aide que leur a fournie l'Union européenne pour se redresser est considérable. Et elle impose aussi des efforts. Est-ce que vous pensez qu'ils ont bien utilisé l'aide justement de l'Union européenne ? Écoutez, ça, je ne suis pas en mesure de le juger, pas vu de France, pas vu de Paris. Mais il y a aujourd'hui une troïka qui examine la situation grecque, qui nous rendra ce qui rendra ses conclusions. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est évidemment que l'Europe soit aux côtés de la Grèce pour faire en sorte que le redressement soit le plus progressif possible, mais en même temps, ce redressement est indispensable, parce que sinon, le message qu'on envoie, c'est tout le monde peut bafouer l'Union européenne. Et inutile de vous dire qu'aujourd'hui, c'est un message aussi qu'on enverrait aux Français, en leur disant, vous savez, finalement, les obligations européennes. Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines, ancienne ministre du Budget, invitée Tous Politiques jusqu'à 19h. Vos questions sur Twitter, Tous Paul. France Inter, Tous Politiques, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, et France 3. Marc Fauvel. On parlait d'un pays endetté, on va parler d'un parti endetté. Clarisse Verne. Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy donc, est le nouveau patron de l'UMP depuis fin novembre. Vous avez été proche de François Fillon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous situez où, Valérie Pécresse ? Vous êtes toujours proche de François Fillon ou vous êtes revenu sarkozyste ? Mais d'abord, je suis une femme libre, une femme politique libre et qui fait ses choix en conscience et en fonction aussi, j'allais dire, des réalités et des nécessités du moment. Je suis très proche de François Fillon, ça n'est pas un secret et je continue à l'être. Pourquoi ? Tout simplement parce que je crois que François Fillon aujourd'hui est certainement l'homme politique qui a la vision la plus claire et en même temps la plus approfondie de la situation de la France. Et je pense que le programme qu'il est en train de proposer et un certain nombre des idées qu'il est en train de développer sont des idées de profond changement, de profonde modernisation de notre économie, de notre société, et qui sont celles qu'il faut aujourd'hui à la France. Donc Pardon, mais vous avez des nouvelles de François Fillon ? Oui, bien entendu. Il est où ? Il fait quoi ? On le voit plus, on l'entend écoutez, plus. On travaille. l'invite dans cette émission et ailleurs, mais Écoutez, il travaille, Bon. il travaille et il propose. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les idées qu'il a énoncées sur l'économie, sur l'éducation. Bientôt, il sortira sur le logement, le numérique, mais surtout, il s'attache, puisque nous allons avoir un grand débat sur la croissance dans une semaine, enfin dans quelques jours. Il s'attache à présenter un certain nombre d'amendements à la loi Macron. Donc s'il nous écoute, il peut être assuré, vous êtes toujours filloniste, toujours derrière lui, vous voterez pour lui à la primaire. Je n'ai jamais dit pour qui je voterai à la primaire, parce que ce n'est pas le temps de la primaire aujourd'hui. On est en 2015. En 2015, notre objectif, c'est quoi ? C'est certainement pas de se diviser en petits clans en reprenant la guerre des chefs. Notre objectif en 2015, c'est de se rassembler tous ensemble pour regagner un certain nombre de territoires et pour prouver dans nos projets de territoire ce qu'on ferait pour la France si on était élu à la tête du pays. Clarisse Verne. Justement, en parlant de ce qu'on ferait pour la France, Nicolas Sarkozy, durant ses vœux adressés aux Français, a parlé d'apaisement et de rassemblement à maintes reprises. Des mots qu'on a souvent entendus dans la bouche de François Hollande, notamment pendant la campagne de 2012. Est-ce que vous pensez vraiment que Nicolas Sarkozy est un homme qui apaise ? Moi, je pensais que c'était un homme qui clivait. Écoutez, permettez-moi de vous dire qu'on pourrait renvoyer le compliment à François Hollande, parce que dans le genre qui clive, on fait difficilement mieux. François Hollande, aujourd'hui, il a réussi à fracturer la société française de manière absolument terrible, entre les riches, les pauvres, les pro-mariage gay, les contre. Enfin bon, on a eu le droit, et puis avec vraiment de la des fractures qui sont d'ailleurs... Qu'est-ce que vous alliez dire ? De la haine ? Oui, une espèce de tension, de crispation de la société qui est énorme. On a l'impression que d'un côté il y a les bons, de l'autre côté il y a les méchants. François Hollande génère de la haine en France ? J'ai pas dit le mot haine, c'est vous qui moi l'avez qui dit. l'ai Moi, dit, j'ai mais dit j'ai crispation, cru j'ai dit sur votre- tension, oui. j'ai dit fracture. Non, c'est le mot fracture D'accord. pour moi qui est le plus fort. Or, je crois que la France a besoin de se recoller les morceaux. La France a besoin d'être unie et d'être solidaire pour entreprendre un certain nombre de réformes qui sont compliquées. Et j'ai trouvé que François Hollande avait fait tout l'inverse. Mais pour revenir à Nicolas Sarkozy, parce que c'est votre question, Oui. moi je l'ai C'était soutenu bien celle-là. je l'ai soutenu à la présidence de l'UMP. Je l'assume totalement. Je l'ai soutenu parce que je pense qu'aujourd'hui, il est le seul
seul qui a l'autorité de faire le rassemblement dans notre famille politique. Et il s'y est attelé. Il est aujourd'hui au travail, il fait énormément d'efforts pour rassembler tout le monde autour de la table. Et je le dis, moi, ce que me disent les électeurs, c'est vos gueules les mouettes. C'est-à-dire, on arrête un petit peu. Ils sont bien les électeurs de l'UMP. Hein. Les ils en ont électeurs marre. directs, Ils en peuvent plus. ils en ont marre que, j'allais dire, chacun fasse entendre j'allais dire polyphonie, sa cacophonie. La polyphonie, c'est très beau. Ma mère est d'origine corse. La polyphonie, c'est très beau. La cacophonie, c'est tout ce que l'on n'aime pas. Alors justement, Valérie Pécresse, la cacophonie sur Nicolas Sarkozy est revenue pendant la campagne pour l'UMP sur l'abrogation de la loi Taubira. Vous, quelle est votre position aujourd'hui ? Ma position, elle n'a pas changé. Ma position, mais sur cette question de la loi Taubira, c'est très simple. Moi, je pense que abroger cette loi, aujourd'hui, ça n'est plus humainement possible. Ça n'est pas humainement possible. Aujourd'hui, on a des couples qui sont mariés. En revanche, je pense qu'il est possible de réécrire la loi Taubira sur un certain nombre de points, et notamment sur les questions de filiation, pour interdire un certain nombre de dérives, Vous parlez comme de celle de la GPA ou qui de n'est la pas PMA. dans la loi aujourd'hui, qui n'est pas non plus dans la loi aujourd'hui. Oui, mais qui n'est pas dans la loi, mais qui est plus ou moins... Réécrire un texte avec des choses qui ne sont pas dans le texte. Oui, enfin, excusez-moi, dans le texte, il y a l'ouverture d'un droit à la filiation qui amène nécessairement, et d'ailleurs les associations de défense des droits des homosexuels avec lesquelles j'ai énormément travaillé quand j'étais présidente de la mission famille en 2006 à l'Assemblée nationale, ont toujours été très clairs sur ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent un droit à l'adoption, mais ils souhaitent aussi un droit à l'enfant biologique. Et ce droit à l'enfant biologique passe par la procréation médicalement assistée. Question sur la ligne de votre parti, de l'UMP, Thierry Borsat. Valérie Pécresse, vous nous disiez tout de suite là que la plupart de vos électeurs vous disent vos gueules les mouettes sur les querelles de chefs, mais ils attendent aussi une ligne, la définition d'une ligne d'un projet politique. C'est quoi cette ligne ? C'est avec le centre ? C'est à droite toute ? C'est un geste vers François Bayrou ? Mais moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce que les Français attendent de nous, c'est de savoir comment on se positionnera en termes d'appareil. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ils attendent de nous, c'est de savoir sur quoi on se positionnera en termes de projet. C'est pas que l'appareil, Valérie Pécresse. Le centre, c'est aussi une certaine idée de l'Europe qui n'est pas partagée forcément à l'UMP. Mais il y a tous, en tout cas, toujours eu à l'UMP des très européens et des très nationaux. Il y a toujours eu à l'UMP des plus libéraux et des plus dirigistes. Il y a toujours eu des plus chrétiens et des plus laïcs. Je veux dire, vous savez, la droite, je ne vais pas remonter à René Raymond, mais ça a toujours été les droites. Mais comme à gauche, il y a des sensibilités extrêmement différentes. N'allez pas m'expliquer qu'entre Madame Duflot et Monsieur Macron, on ne peut pas trouver des 1000 nuances de gauche. Alors autour de quoi on va rassembler l'électorat de droite ? Autour de questions de principe. Est-ce qu'on garde les 35 heures ou est-ce qu'on ne les garde pas ? Est-ce qu'on est pour un contrat unique de travail ou est-ce qu'on ne l'est pas ? Est-ce que les 35 heures, c'est toujours le problème ? Parce qu'on en parle, et personne, si ce n'est Nicolas Sarkozy au début de son mandat, personne n'est revenu sur ces 35 heures. Mais bien entendu, c'est un problème. Est-ce que c'est toujours un problème aujourd'hui ? Mais bien entendu, c'est un problème. Enfin, absolument. Toutes les entreprises nous disent qu'on a un énorme sujet d'assouplissement des conditions de travail. Il faut qu'on puisse négocier dans l'entreprise les conditions de travail. D'ailleurs, quand je dis qu'il faut en finir avec les 35 heures, ça ne veut pas forcément dire pour travailler plus. Ça peut aussi être pour travailler moins. En Allemagne, êtes pour une nouvelle réduction du temps de travail. Mais pas du tout. Je suis pour la souplesse, monsieur Fauvel. Vous ne l'avez pas compris. Si, je le refais. Je suis pour la négociation d'entreprise ou la négociation de branche si elle réussit, si elle aboutit. Pourquoi pas des entreprises à 32 heures là où il le faut ? Mais bien entendu, c'est comme ça que les Allemands ont surmonté des crises sans débaucher. Or, nous, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'il y a le moindre souci, eh bien, on est obligé de licencier. On est obligé, parce qu'on n'est pas capable de signer des accords qui soient des accords gagnants. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voté contre l'accord qui avait été présenté au Parlement pour aider les entreprises en difficulté à assouplir leurs règles du droit du travail. Mais il faut aller beaucoup plus loin sur cette question de 35 heures. Et puis, il y a un autre problème, c'est quand même les 35 heures aussi dans la fonction publique. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas des fonctionnaires qui soient mieux payés et qui travaillent plus ? C'est une vraie question. Ils seront moins nombreux, ils seront mieux payés, ils travailleront plus. Moi, je pense que sur les enseignants, c'est une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une grosse polémique sur la rémunération des enseignants. Mais attendez, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Des recteurs d'académie. Bah oui, mais ça va. Oui, pardon. Non, pardon. On parle pas de la même chose. Mais si, mais ça va avec. On a dit les recteurs sont trop payés parce que les enseignants sont mal payés. Eh ben moi je dis, plutôt que de se dire qu'il y en a qui sont trop payés, peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y en a qui sont pas assez payés. Et pourquoi les enseignants sont-ils pas assez payés ? Peut-être aussi
aussi parce qu'on a fait le choix, et qui a été un choix qui a été assumé par François Hollande, de recruter 60 000 postes au lieu de s'intéresser au statut et à la revalorisation du statut enseignant. On constate depuis quelques semaines, Valérie On ne Pécresse, peut pas tout payer, donc à un moment, il faut faire des choix. On constate depuis quelques semaines que François Hollande remonte légèrement dans les sondages d'opinion. Il n'est plus l'homme des 13%, mais plutôt autour de 20%. Il sera demain matin l'invité de France Inter et de Patrick Cohen entre 7h et 9h. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Quel conseil vous lui donneriez ? Sur quel point précis vous voulez l'interpeller ce soir ? Moi, j'entends François Hollande parler d'audace. Il n'a que le mot audace à la bouche. Et moi, je ne vois que des reculades. Je vois des reculades sur le contrat unique de travail, sur les 35 heures, sur la fusion département-région, sur le relèvement des seuils sociaux qui pèsent sur les entreprises et sur l'embauche dans les entreprises. Alors j'ai envie de lui dire, Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez être enfin audacieux ? Est-ce que vous ne croyez pas que la situation du pays est suffisamment grave pour aujourd'hui devenir vraiment audacieux ? Alors, voyons avec vous si la droite également est audacieuse en France aujourd'hui. La loi Macron, vous en avez parlé il y a quelques instants, arrive à l'Assemblée dans quelques jours. On en rappelle quelques-uns des principes, possibilités seulement de travailler 12 dimanches par an au lieu de 5 aujourd'hui. Libéralisation de certaines professions réglementées, libéralisation également du transport en bus. Un coup de jeune sur l'économie, a dit François Hollande. Donc, logiquement, Valérie Pécresse, vous nous dites ce soir, oui, bien sûr, je la vote. Mais d'abord, plusieurs choses. Sur la loi Macron, c'est quand même une formidable occasion ratée, parce que ce n'est pas une vraie loi de retour vers la croissance. C'est une petite loi, une loi dérisoire par rapport à l'ampleur des problèmes du pays. Mais elle a Donc, le mérite d'exister. Oui, d'accord, mais enfin m'expliquer qu'on va ramener la croissance en France avec la loi Macron, c'est comme m'expliquer qu'on va rendre fertile le Sahara avec un arrosoir, vous voyez. Donc il y a un moment, il faut quand même être lucide. Cette loi ne mérite ni l'excès d'honneur que lui fait François Hollande, ni l'excès d'indignité de Madame Duflot. C'est une loi dans laquelle il y a pas mal de petites choses, certaines qui vont dans le bon sens, d'autres qui vont peut-être dans le bon sens, mais enfin, qui sont un peu paradoxales. Si vous voulez, par exemple, je pense au régime des impatriés. Je ne sais pas si vous avez remarqué que cette disposition, c'est une disposition qui permet le retour en France des qui va exilés permettre, fiscaux. Oui. Voilà, oui, enfin, qui va permettre surtout aux cadres étrangers ou aux cadres français qui sont aujourd'hui expatriés de revenir en France en étant défiscalisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, le gouvernement qui est incapable de baisser la fiscalité sur les cadres français va, pour essayer d'attirer les étrangers et les Français qui sont expatriés, aujourd'hui leur permettre d'avoir un régime dérogatoire de défiscalisation. Alors j'entends bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, M. Macron reconnaît que les cadres français sont trop fiscalisés. Mais la solution qui est prônée est quand même absolument dingue par rapport à l'ampleur du problème. Thierry Borsat ? Nous, on voudrait la baisse de la fiscalité pour les cadres français. Valérie Pécresse, Hervé Mariton, Frédéric Lefebvre, Thierry Mariani ont dit qu'ils étaient prêts à voter cette loi. Vous vous associez à eux, vous espérez qu'un certain nombre de députés UMP feront comme eux en votant cette loi ? Moi, c'est très simple. Le gouvernement ne peut plus tout dire. C'est à prendre ou à laisser. Cette loi, elle ne va pas assez loin. Elle n'est pas assez forte. Alors, si le gouvernement souhaite avoir un certain nombre de voix de la droite, eh bien, qu'il prenne des amendements, qu'il accepte un certain nombre de sujets. C'est-à-dire à 20 dimanches travaillés par an, vous signez ? Mais je suis désolée. Non, mais attendez, non, c'est pas une question de 20 dimanches. De toute façon, on n'est pas en train de 25. faire la comptabilité. Non, le vrai problème n'est pas 20 dimanches, Monsieur Fauvel. Le vrai problème, c'est que la loi Macron, c'est aussi un peu comme une pièce qui est sur la tranche, si vous voulez. Il y a la loi qu'on vous présente qui rentre au Parlement, puis elle va rentrer dans le tambour de la machine à laver parlementaire, et puis il va y avoir les frondeurs qui vont déposer des amendements. Alors si elle en sort pas trop rincée ou pas trop Mais lessivée, vous la votez ? Attendez, je finis mon raisonnement. Ouais. Donc, les frondeurs vont proposer des amendements. Le gouvernement va en prendre. Bah, Ou l'opposition... pas, on n'en sait rien aujourd'hui. Eh bien, l'opposition, oui. Mais moi, si on passe de 12 dimanches à 7, si vous voulez, je n'ai pas Et voté si on une reste loi à 12, qui passe de 5 à 7. si on reste à 12, vous votez ? Attendez, une minute. Il n'y a pas que le Je suis dimanche. impatient, Il n'y a vous savez. pas que le travail du dimanche. L'opposition aussi va présenter des amendements. Eh bien, maintenant, ça suffit. On n'acceptera pas de voter des lois ou de donner des blancs-seings à des lois dans lesquelles on ne prend pas nos amendements. J'ajoute que j'ai déjà eu cette discussion avec M. Mandon sur la simplification administrative. M. Mandon me disait, Thierry Mandon me disait, les lois de simplification administrative, c'est des bonnes lois, donc il faut les voter. Oui, mais sauf que c'est inacceptable que le gouvernement, quand il souhaite avoir les voix de l'opposition, parce qu'il n'arrive pas, il a une majorité tellement divisée, il n'arrive pas à faire voter les lois par sa propre majorité, qu'il n'accepte pas d'amendement. Donc il y a des sujets, le contrat de travail unique, les 35 heures, le relèvement des seuils Tout sociaux. ça, c'est pas dans la loi aujourd'hui. Rien n'est dans la loi, mais tout surtout- est dans les discours. Les discours de M. Valls, les discours de M. Macron, les discours de M. Rebsamen. Donc qu'ils aient l'audace
de mettre en acte leur discours. Nous, on est prêts, on va rédiger les amendements, on les proposera. C'est ça, ils savent que c'est nécessaire. Ils l'ont dit. Et puis, ils ont reculé parce qu'ils ont eu peur et ils se sont mis sous le tapis. Eh bien, nous, on va les forcer à plus reculer. Thierry ? Il y a donc plusieurs députés UMP qui se disent prêts à voter cette loi. Vous-même posez des conditions. Après tout, si vos amendements étaient reçus et recevables, peut-être que vous la voteriez. Nicolas Sarkozy a dit on la vote pas. Donc c'est quoi? C'est son autorité qui commence à être écornée ou... Mais attendez, le sujet, Il y a un c'est que double cette loi n'est pas du tout à la hauteur, qu'elle est dérisoire. Je vous l'ai dit, que c'est un grain de Donc sable. vos 3 collègues de l'UMP, ils sont aux fraises. Mais non, mais c'est pas le Ah problème. bah, ils disent sont on va la prêts. voter. Enfin... Non, mais écoutez, chacun est libre de ses sujets. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont leurs sujets de préoccupation, qui sont peut-être pris en compte dans la loi et ils sont sensibles. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est il y a aujourd'hui, peu ou prou, 5 millions de chômeurs dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces 5 millions de chômeurs? Est-ce qu'on dit, comme François Hollande, j'ai la boîte à outils, dans la boîte à outils, il y a mon petit arrosoir Macron et avec mon petit arrosoir Macron, je vais tout régler? Ou est-ce qu'on est, nous, l'opposition, en train de dire il faut aller plus loin, plus fort, ayez l'audace de Il faut un mettre tuyau vos- d'arrosage pour retrouver la croissance. en Mais France. il faut un pas vrai juste un système, arrosoir un Macron. vrai système de drainage, voilà, exactement, et d'irrigation. On Clarisse est Verne. d'accord. Valérie Pécresse, Cécile Duflot, ce matin, dans le JDD, pour ne pas le nommer, a fait une charge assez violente contre cette loi. Et elle parle notamment de régression écologique. Est-ce que selon vous, elle a raison, ou est-ce qu'elle va trop loin, ou est-ce que c'est une position politicienne pour faire plier le gouvernement et François Hollande? Oui, elle parle de régression écologique et sociale, mais c'est l'égérie de la décroissance qui est de retour, l'égérie de la décroissance. Mais quand j'entends Madame Duflot parler de grand bond en arrière, j'ai envie de lui dire, mais la décroissance, c'est le grand bond en arrière, c'est les années 70. Et on sait bien, d'abord, de toute façon, les Verts, ils ont fait la preuve de leur efficacité. 100% d'efficacité pour les blocages, 0% d'efficacité pour l'action. Quand Madame Duflot, qui a été une ministre du Logement parmi les plus mauvaises, qui vient aujourd'hui de paralyser le secteur du logement pour au moins les 2 ou 3 ans à venir, qui fait qu'aujourd'hui on n'a jamais aussi peu construit, elle vient nous expliquer que c'est ça qui va socialement faire progresser la France. J'ai envie de lui dire, ce qui ferait socialement progresser la France, c'est de créer de l'emploi et c'est de construire du logement. C'est certainement pas de tout bloquer. Or, les Verts, aujourd'hui, ils ne font que ça. Ils bloquent. Et moi, la décroissance et le blocage, c'est pas ma façon de faire de la politique. Cécile Duflot donne l'exemple des transports en car qui vont être libéralisés par la loi Macron. Est-ce que c'est une bonne mesure de permettre aux gens qui n'ont pas d'argent ou moins d'argent de circuler en car plutôt qu'en train et en TGV, dont les tarifs ont encore récemment augmenté et qui, pour beaucoup de Français, est beaucoup trop cher? Mais écoutez, si les personnes dont on parle, les Français dont on parle, avaient les moyens de prendre le TGV, ils préféraient certainement prendre le TGV Sans que le doute. car. Sans doute. Donc on n'est pas en train de parler de la même chose. On est en train de parler d'une mesure Il y en a qui prennent aujourd'hui ni le car ni le TGV, faute d'argent. Exactement. On est en train de parler de Français qui parfois ne peuvent pas partir en vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, qui parfois sont obligés de prendre des voitures excessivement polluantes parce que des vieilles voitures qui fonctionnent au diesel. Et qui payent très cher leur péage Voilà. parce que Moi, la je vais droite vous dire une a chose. privatisé Moi, je vais les vous dire une autoroutes chose. aussi, Valérie Les Verts, Pécresse. je les connais bien parce que je les ai à la région Île-de-France. Les Verts ont des positions idéologiques sur tout. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que l'Île-de-France n'a jamais été aussi polluée. Madame Duflot a été pendant 17 ans présidente du groupe, enfin pendant 10 ans présidente de groupe au Conseil régional. L'Île-de-France n'a jamais été aussi polluée. Ils ont bloqué tout. Ils ont bloqué les routes parce que c'était des aspirateurs à voiture. Ensuite, ils ont bloqué le Grand Paris parce que les transports en commun, ça a accéléré l'urbanisation. Donc moi, je vais vous dire, les Verts, c'est fait pour bloquer. Ça n'est pas fait pour agir. Et cette histoire de déréglementation des transports en car, mais attendez, la question, c'est simple, c'est où va se faire le report modal? Est-ce que c'est un report d'une voiture diesel qu'on va remplir vers un car qui sera beaucoup moins polluant parce que justement on aura mis un certain nombre de normes, on aura demandé que les cars soient hybrides, on aura demandé que les cars polluent moins? Si c'est ça, je suis désolée de dire que ça donnera du pouvoir d'achat, ça donnera la possibilité de la mobilité à des personnes qui aujourd'hui n'en ont pas. Et là, c'est une bonne mesure. Commentaire amusé sur Twitter d'un auditeur internaute, c'est donc Valérie Pécresse qui défend le mieux François Hollande face aux attaques de Cécile Duflot. Elle va pourrir la fin du quinquennat de François Hollande, Cécile Duflot. S'il trouve que je défends la loi Macron, c'est qu'il n'a pas écouté l'ensemble de l'émission. Il est peut-être arrivé en cours d'émission.
Non, mais la décroissance, franchement, je pense que c'est une impasse. Et je pense franchement que quand on a, là encore, des millions de chômeurs, le vrai sujet, c'est comment leur trouver un emploi. Et la décroissance, n'est pas la solution. Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines, avec nous pour une grosse dizaine de minutes maintenant pour évoquer le scrutin qui va vous intéresser directement en 2015. Ça se passera au mois de décembre et ce sont bien sûr les régionales. France Inter, tous politiques, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, et France 3. Marc Fauvel. Oui, les régionales où vous espérez ravir la plus grande région de France, l'Île-de-France, aujourd'hui détenue par la gauche. Question de Thierry Borsat. Valérie Pécresse, pour l'Île-de-France, la candidate pour la présidence, pour l'UMP, c'est bien vous? C'est OK avec Nicolas Sarkozy? Ah, mais ça ne se passe pas comme ça, hein. Il y a une commission d'investiture qui se réunira vraisemblablement à la fin du mois de janvier et qui donnera les noms de nos candidats. Et il y aura évidemment une discussion et un débat. Mais ce qui est sûr, c'est que... Il se trouve que vous êtes chargé de la campagne des régionales à l'UMP dans le nouvel organigramme. Donc normalement... Il y aurait une Je certaine crois- Il n'y a logique. pas de problème. Ouais. Je crois surtout qu'il y a une vraie reconnaissance du travail et de la légitimité que j'ai acquise. Vous savez, j'ai été battue en 2010. J'ai choisi, contrairement à ce qui s'était passé dans le passé, de rester à ce poste de l'Île-de-France. J'ai parcouru l'Île-de-France depuis 4 ans. J'en connais tous les problèmes, tous les chemins. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que je peux exprimer un vrai projet pour cette région. Cette région, elle est totalement fracturée. Le mot fracture revient beaucoup dans mon discours, mais je suis une chiracienne, alors ça vous étonnera pas. Elle est fracturée. On n'a jamais eu autant de fractures sociales, territoriales, autant d'inégalités scolaires, en matière de santé, en matière de revenus. Elles n'ont cessé de se creuser dans cette région. Et c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. On est dans la capitale de la 5e puissance mondiale. On devrait être la région qui rayonne. On devrait tirer tout le pays. Parce que quand l'Île-de-France va bien, tout le pays est tiré vers le haut. Contrairement à ce qu'on pensait, plus Paris est le désert français aujourd'hui. C'est Paris qui a un effet d'entraînement. Et c'est ce qui se passe dans toutes les autres grandes capitales, à Londres, à Berlin, dans les grandes capitales anglo-saxonnes. Donc on a besoin d'une région capitale qui va bien et qui retrouve la pêche et qui retrouve du tonus. Et juste un mot pour vous souligner la réaction sur Twitter de Pierre Canuti, conseiller régional PS Île-de-France. Cécile Duflot n'est pas là depuis 10 ans, mais depuis 2010, simplement. On nous écoute à la région Île-de-France. Ce soir, vous l'avez un peu rajouté de l'ancienneté à la région, à Cécile Duflot. On va la laisser de côté, si vous voulez bien, Clarisse Verne. Oui, donc aujourd'hui, Valérie Pécresse, vous nous dites, vous n'avez eu absolument aucune garantie du côté de Nicolas Sarkozy pour être la candidate en Ile-de-France, mais il y a certains de vos petits camarades, comme Rachida Dati, qui envisagent un ticket, notamment Douillet-Guénaud. C'est vrai ou c'est de l'intox? Écoutez, moi, je ne vais pas commenter les rumeurs du jour, parce que vous savez, des rumeurs, il y en a eu à peu près. C'est pas du jour, elle date de déjà quelques semaines. Oui, hein. mais il y en a eu toutes les semaines. Moi, aujourd'hui, mon sujet, c'est le rassemblement. J'ai plus de 1000 élus locaux qui, aujourd'hui, me soutiennent dans ce combat pour l'Île-de-France. J'ai vraiment envie de porter ce Mais combat. est-ce que vous avez pour le réveiller. soutien de Nicolas Sarkozy? Écoutez, je crois que je peux Ce qui dire... vous l'a dit ou susurré à l'oreille discrètement entre quatre yeux. Mais je n'ai pas le soutien que de Nicolas Sarkozy. J'ai surtout le Bah, si soutien... vous avez le soutien de Nicolas Sarkozy, a priori, il n'y a plus de problème après. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mon soutien, il vient du terrain. Mon soutien, il vient de tous ces élus locaux S'il qui y a d'autres aujourd'hui me font candidats, il y aura confiance des primaires. Comment ça se passe, Valérie Pécresse? pour régler leurs questions de transport, de logement, d'emploi, d'éducation. C'est 4 ans de travail derrière. Moi, vous savez, je ne suis pas candidate à tout. Je ne suis pas candidate à la présidence de l'UMP, je ne suis pas candidate à la présidence de la République, je ne suis candidate qu'à cette présidence de région. Et d'ailleurs, si j'étais, par le bonheur des urnes et par le choix des électeurs, présidente de région, je renoncerais à être députée et à être plus tard ministre. Ce que je veux aujourd'hui, c'est relever cette région. C'est mon combat, c'est ma passion, c'est mon envie. Et je crois que les électeurs sont à la recherche aujourd'hui de cette authenticité. Ils en ont assez de ceux qui sont candidats à tout selon les semaines. Et 3 mandats, donc pour Jean-Paul Huchon, ça suffit, c'est assez. Parce qu'il faut Président qu'ils- socialiste sortant de la région. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après 17 ans de mandat, on ne peut pas échapper au moment du bilan. Alors moi, je voudrais qu'on me dise, est-ce qu'on se loge plus facilement en Île-de-France? Est-ce qu'on est transporté plus facilement en Île-de-France? Est-ce que les inégalités sont réduites? Est-ce que la pollution s'est réduite? Eh bien, si vous répondez non à toutes ces questions, vous avez peut-être envie de changement en Île-de-France. Alors, puisqu'on parle transport, Valérie Pécresse, question sur Twitter, sur le pass Navigo à 70 €. Est-ce que c'est logique, vous demande un internaute? On va préciser pour les non-franciliens qui nous écoutent et qu'on salue évidemment. Jusqu'à présent, pour se déplacer en région parisienne, il fallait parfois payer très cher, jusqu'à 110 € quand on venait de la banlieue lointaine. À la rentrée prochaine, en octobre,
octobre, ce sera 70 € pour tout le monde pour voyager en Île-de-France. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est logique? Ou est-ce que vous revenez dessus si vous êtes élu? Je vais prendre tous les auditeurs qui ne sont pas franciliens Merci pour eux. à témoin. Là, demain, lundi, quand les franciliens vont arriver pour prendre leur passe Navigo, ils vont avoir une augmentation de 3%. Ils vont avoir une très mauvaise surprise, 3% d'augmentation, c'est-à-dire que les habitants de la zone 5, dans ma circonscription, La ils vont plus éloignée payer de Paris. 116 €. 116 €. Et on leur dit, mais attention, par un coup de baguette magique, au 1er octobre, ces augmentations qui sont obligatoires, hein, c'est ce que dit Pierre Cerne, le vice-président de la région, ces augmentations en janvier sont obligatoires pour pouvoir financer les investissements transport. Donc ces augmentations obligatoires, 116 €, c'est pas rien. Eh bien, en 1er octobre, vous l'avez dit, c'est plus obligatoire du tout. On va pouvoir faire 300 millions non financés de cadeaux aux franciliens. Pourquoi? Tout simplement parce que le 1er décembre, il y aura des élections. Ça s'appelle un pass Régional. électoral. Ça s'appelle un cadeau fait aux franciliens pour qu'ils votent. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapporteur socialiste du projet de loi à l'Assemblée nationale qui a dit, Olivier Faure, qui a dit pendant la nuit, vous savez, de temps en temps, pendant la nuit, on dit des choses qu'on regrette après. On dit la vérité. Pas Il a seulement à l'Assemblée d'ailleurs. Pas seulement à l'Assemblée. Pardon. il a dit, on fait cet effort financier et on espère que les franciliens s'en souviendront. Le problème, c'est qu'il manque 300 millions d'euros pour le financer, ce pass unique, et que comme il manque 300 millions d'euros, que pensent les franciliens? Zut, la modernisation du RER, les nouvelles lignes, les nouvelles rames, tout ce qu'on nous a promis, est-ce que ça va arriver ou est-ce que finalement, ça va être sacrifié sous l'autel de la réélection du président de région? Mais quand même, 70 € pour le pass Navigo à partir de la rentrée prochaine, c'est finalement une bonne nouvelle pour l'ensemble des usagers. Vous leur confirmez ou vous leur dites un cadeau s'il y a électoral, un c'est changement forcément une bonne nouvelle. si Mais vous- c'est un cadeau électoral empoisonné. Et le sujet, c'est comment on va le payer. Alors, est-ce que vous le Comment on va le financez si payer? vous êtes élu ou est-ce que vous le supprimez? Eh bien, c'est simple. Moi, je vais vous dire, si je suis élu, je demanderai à Manuel Valls de payer la facture de ce cadeau électoral. C'est un cadeau électoral. Il en assume la responsabilité. Il l'a fait voter à l'Assemblée. Donc aux contribuables. Mais de toutes les façons, c'est ou l'usager ou le contribuable qui paye, Monsieur Borsa. Vous savez, à un moment donné, il n'y a pas de déjeuner gratuit. À un moment donné, il y a quelqu'un qui paye. Et moi, je sais que les Français qui nous écoutent, ils comprennent. Et surtout ceux qui ne sont pas franciliens, parce qu'ils ont bien compris que ça ne pouvait pas boucler. Est-ce que vous interdirez Financièrement. le diesel en région parisienne, comme veut le faire Anne Hidalgo d'ici 2020 dans certains quartiers de Paris? Alors sur cette question, c'est très intéressant. Ça fait effectivement depuis 2010 que Madame Duflot est à la région. Ça fait un petit moment que Monsieur Delanoë est à Paris. Est-ce que vous savez que le parc... Il n'est plus là, il est monsieur plus là, Delanoë. Hein. Oui, oui. Pardon. Oui, Oui. non, mais Monsieur Delanoë, puis Ça Madame nous avait pas Hidalgo, échappé. puis Madame Hidalgo. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont au pouvoir. Et en même temps, aujourd'hui, le parc de véhicules diesel de la mairie de Paris, c'est 40% du parc total qui est diesel. 40%. Mais il n'y a plus d'achat de bus diesel à Paris. Depuis Nous quelques dit-on, semaines, depuis quelques semaines, exactement. enfin depuis quelques mois, parce que effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Nathalie Kosciusko-Morizet était candidate à Paris, elle a mis sur la table la question de la pollution et du coup tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement il fallait plus acheter de diesel. Donc on a commencé une politique de dieselisation, de dédiésélisation. Bon, il faut évidemment la poursuivre. Évidemment, il faut arrêter le diesel progressivement. Mais là où ça devient un peu compliqué, c'est qu'on ne peut pas faire payer cette politique de dédiésélisation On va trouver un autre mot. Hein, qui est d'ici là, tardive. d'ici 2020, Enfin bon, oui. cette Du stop au diesel, ouais. Voilà, cette politique d'arrêt du diesel, elle doit se faire d'abord par l'exemple. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ce soit la mairie de Paris elle-même qui donne l'exemple. Il ne faut pas commencer par dire aux franciliens qui roulent en diesel, qui sont souvent les petits artisans, les commerçants ou des franciliens les plus modestes. Les diesels les plus polluants, c'est des vieilles voitures. Donc il faut les inciter à changer de voiture. Mais moi, je suis contre une politique qui serait vraiment une politique de matraquage contre des Français qu'on a incité à acheter des diesels. Parce qu'il faut quand même voir qu'on a mis des tarifs qui étaient plus incitatifs pour les véhicules diesel, que ce soit sur l'essence, que ce soit sur l'achat des Pour soutenir véhicules de notamment une société. entreprise française qui en fabriquait beaucoup des diesels. Oui, bien sûr, mais sur l'achat des véhicules de société, on a fait ce choix. Donc, on ne peut pas faire payer aux Français des choix. Il faut d'abord que ce soit Madame Hidalgo qui nettoie son parc. Thierry Borsa? Le débat sur la fin de vie doit reprendre dans une quinzaine de jours à l'Assemblée. François Hollande veut sur ce sujet un consensus. Est-ce que vous considérez, un peu comme lui, qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans l'accompagnement de la fin de vie? Alors d'abord, là, je dois dire que la méthode qui a été employée par le gouvernement contraste du tout au tout
avec la méthode qui avait été employée sur le mariage pour tous. Et ça, je ne peux que le saluer vraiment en toute impartialité, en toute objectivité. Moi, je suis tout à fait, j'allais dire, positive sur la méthode qui a été choisie. Faire une mission parlementaire, droite-gauche, sur un sujet de société aussi compliqué et en même temps aussi urgent, qui est celui de comment on permet à tous les Français de choisir la fin de leur vie. Je crois que c'est la bonne méthode. Et le gouvernement a tiré les enseignements de son échec sur le mariage pour tous, de ce point de vue. Donc c'est la bonne méthode. Moi, j'ai beaucoup confiance en Jean Leonetti. Je connais aussi très bien Alain Claes. Et je leur fais confiance pour avoir bien travaillé sur ce sujet. Et moi, je suis prête à suivre les conclusions de la mission, dès lors que la loi qui sera déposée au Parlement ne dénaturera pas les conclusions de cette mission. C'est-à-dire que ce sera vraiment une loi qui améliorera la loi Leonetti, qui la rendra plus efficace, qui permettra de choisir la fin de sa vie. Mais certainement pas une loi qui autorisera l'assistance au suicide. Ça veut dire que là-dessus, il peut y avoir peut-être, un moment assez rare dans notre démocratie, un grand consensus droite-gauche à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous souhaitez ? En tout cas, sur ces sujets de société, moi j'ai toujours dit qu'on devait avancer d'abord sur des pattes de colombe, mais en plus par le consensus. Je crois que c'est des sujets suffisamment graves. Moi, je ne vois pas une polémique droite-gauche sur des sujets pareils. Je pense qu'elle serait vraiment contre-productive et stérile. On en a déjà eu une, je le redis, sur le mariage pour tous, qui aurait pu être traitée de manière beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus, j'allais dire, fraternelle, si ce mot existe. Et sur la fin de la vie, moi, je souhaite qu'on avance de cette manière. Dernière question, Clarisse Verne. Oui, quand vous parlez de fin de vie, est-ce que vous iriez jusqu'à voter un texte qui parlerait d'euthanasie ou de suicide assisté ? Non. La réponse est claire. La barrière, vous la mettez où ? Bah là. Oui, non mais très concrètement, il faut aider le... Oui, non, mais j'entends c'est bien simple. votre réponse, Non, mais c'est simple. Oui. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets de vieillissement et d'abus de faiblesse, notamment quand je travaillais sur les sujets famille. Il y a un vrai danger dans ces lois sur la fin de vie, c'est que on finisse par avoir des dérives de l'usage et une déshumanisation, pardon, mais ces mots sont compliqués. Enfin, qu'on rende inhumaine la fin de la vie. Et de ce point de vue, de nombreux livres ont été écrits qui le montrent. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Autant que chaque Français puisse exprimer ses souhaits et avoir la fin de vie qu'il souhaite, et que les familles puissent être associées vraiment, quand le malade n'a pas donné des consignes, à cette fin de vie, je crois que c'est très très important et je crois qu'on peut de ce point de vue faire encore beaucoup de progrès. Mais en revanche, je suis contre qu'on aille vers une société où on aiderait à donner la mort. C'est pas ma conception de la société et moi, jamais je ne voterai une loi qui ferait de la société quelqu'un qui aide à donner la mort. Merci à vous, Valérie Pécresse, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à Clarisse Verne de France 3, Thierry Borsat du Parisien. La réalisation ce soir était signée Raphaël Rousseau et Michel Béziquian. Préparation signée Bruno Barada, qu'ils en soient remerciés tous les trois. Bonne soirée sur France Inter. Demain, n'oubliez pas, un 7-9 exceptionnel avec François Hollande au micro de Patrick Cohen. Dans une poignée de secondes, le journal.